Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. Le projet Agriculture et pollinisateur a duré 6 ans. Il a permis d'expérimenter des pratiques agroécologiques sur le terrain, d'observer leurs effets et de créer un lien entre agriculteurs et apiculteurs. Aujourd'hui, on vous propose de faire un bilan sans fil de ce projet, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, ce qui reste à faire et les grandes leçons à en tirer pour l'avenir. Et pour en parler, je suis accompagné par Vanessa Ménétrier, chef de projet chez ProConseil. Vanessa, bonjour. Salut. Et Quentin Vollinger, président de la Fédération vaudoise des sociétés d'apiculture et apiculteur. Quentin, bonjour. Bonjour. Alors pour entrer dans le vif du sujet et pour débuter cet épisode, Vanessa, est-ce que tu pourrais nous refaire rapidement l'historique et la naissance du projet Agriculture et pollinisateur ? Oui, alors en fait, dans les années 2015, il y a eu des discussions entre la Fédération d'apiculture et puis le canton de Vaud, par le biais du service de l'agriculture et de Prométer, pour discuter un petit peu des problématiques observées en apiculture, notamment le manque de ressources en nourriture. Et les discussions ont porté sur comment l'agriculture pouvait contribuer à améliorer la situation. Et puis, suite à ces discussions, il s'est avéré que le fait de monter un projet 77A permettait de tester des mesures pendant un temps donné sur un grand territoire. Et puis, c'est comme ça que l'aventure a débuté, en fait, avec ce projet Agriculture et pollinisateur. Ouais, parce qu'en gros, les projets 77A, c'est des projets à grande échelle. Exactement. Il y a des participants qui sont limités. Exactement. En fait, la Confédération a une enveloppe budgétaire pour ces projets qui vise à tester des mesures pendant 6 ans avec un suivi scientifique en parallèle. Et l'objectif, c'est de répondre à une problématique. Donc, dans notre cas, on s'intéressait aux pollinisateurs domestiques et sauvages, avec plusieurs enjeux, le manque de ressources en nourriture, la volonté aussi d'encourager des pratiques agricoles plus respectueuses, et puis un objectif transversal de communication entre agriculture et apiculture. Donc sur cette base-là, on a construit le projet avec un catalogue de mesures qui a été ouvert en fait à tout le territoire vaudois. Ouais. Et puis également, le projet est devenu intercantonal en cours de route. Et là, il a été ouvert au Jura et Jura bernois, dans des secteurs définis. Intercantonal. Voilà. Donc, si je résume, en gros, il y a des enjeux qui sont liés aux pollinisateurs, il y a un projet qui est mis sur la table, on réunit des partenaires, on discute. Et c'est un peu dans ce cadre-là, Quentin, j'imagine que les apiculteurs ont été consultés. Exactement. Parce que l'abeille domestique, c'est un peu la sentinelle de l'environnement. Exactement. Alors l'idée, c'était de rapprocher les apiculteurs des agriculteurs pour que les apiculteurs se rendent un peu mieux compte également de ce qui se fait dans l'agriculture. Ça permettait aussi aux apiculteurs qui s'engageaient dans le projet d'avoir accès à certains résultats sur des analyses de pollen, par exemple, et puis de recevoir des résultats sur l'impact que pouvaient avoir certaines mesures en agriculture sur les colonies d'abeilles. Oui, parce que du coup, le projet, il répond à des enjeux. Est-ce qu'on pourrait rappeler un peu rapidement les enjeux qui ont un peu initié le projet ? L'enjeu pour l'apiculture était de savoir si éventuellement il était possible d'augmenter les ressources en nourriture pendant les mois de juin et de juillet, moment où, en principe, les abeilles sont limitées dans les ressources nutritionnelles. Parce que quand il n'y a pas assez à manger, ça diminue. Les colonies, elles ne peuvent pas se construire, c'est ça ? Alors, elles le font, mais il y a des années où, une fois que toutes les fauches ont été élaborées, y compris les épareuses qui ont passé dans les bordures de route, il ne reste plus grand-chose pendant cette période-là comme nourriture pour les abeilles. Donc on cherche des solutions en fait pour que les abeilles puissent se nourrir de manière naturelle sans qu'on ait besoin de les nourrir pendant cette période. Et là-dessus, des mesures ont été proposées. C'est voilà, ça, exactement. Un catalogue. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait ces constats de base. Et puis, l'idée, ça a été en fait de réunir autour de la table des apiculteurs, des agriculteurs par filière, et puis également des conseillers agricoles. On s'est réunis à plusieurs reprises en petits groupes de travail pour élaborer un catalogue de mesures
qui vise à répondre aux objectifs du projet. Donc voilà, tout le monde a pu donner ses idées. Donc on a eu une très grande liste de mesures qu'on a dû bien évidemment sélectionner. Alors les mesures par exemple qui sont restées, on a par exemple la fauche retardée des prairies temporaires. On a les sous-semis de légumineuses dans les céréales. On a le fait de renoncer à l'éclateur lors des fauches. On a aussi des mesures du type mettre en place des structures de nidification pour les abeilles sauvages ou des tas de sable. Donc voilà, disons qu'on est parti d'une très grande liste de mesures qu'on a ensuite éclaircies, si on peut dire ça comme ça. On a engagé des discussions avec la Confédération qui nous a aussi demandé quelques ajustements. Et puis au final, après peut-être plus d'1 an d'échanges, on est arrivé à avoir un catalogue avec 9 mesures dans ce projet. Donc ça, c'est les 9 mesures qui sont proposées aux agriculteurs, et puis après ils mettent en place, et là débute un suivi de terrain. Exactement. En parallèle, on a élaboré tout un suivi scientifique avec des partenaires scientifiques, donc Agroscope et l'Université de Neuchâtel. Voilà. Alors on a dû également trouver des apiculteurs partenaires qui étaient d'accord d'intégrer ce suivi scientifique. Donc sur l'ensemble du territoire, on avait 30 apiculteurs partenaires. Donc là, on a vraiment travaillé avec la Fédération vaudoise pour trouver ces apiculteurs qui étaient d'accord d'entrer dans l'étude. Parce que l'enjeu au niveau des apiculteurs, c'est aussi de dire y a des scientifiques qui vont venir ouvrir les colonies et regarder un petit peu ce qui se passe, analyser le pollen, c'est ça ? Alors, certaines personnes ont été mandatées justement pour faire les évaluations des forces des colonies à certains moments de l'année pour voir si les mesures qui étaient appliquées dans le terrain avaient un impact sur la force de la colonie. Est-ce que tu peux juste expliquer, parce que force de colonie, je suis pas sûr que c'est un concept qui parle à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? La force de colonie, dans ce cas-là, elle s'est mesurée en nombre d'individus, donc d'ouvrières vivantes et en fonction également du couvain, donc nombre de cellules dans la colonie qui vont donner des individus par la suite. Et donc, il y a eu ces mesures-là faites par par un apiculteur voilà, mandaté pour le faire. Qui a été formé spécialement à ça. Selon une méthode qui a été élaborée par le Centre de recherche apicole, qui s'appelle Coleval. Oui. Donc on a ces suivis de forces de colonie, donc ça c'est pour les abeilles domestiques. Par contre pour les abeilles sauvages c'est un peu plus délicat parce qu'il y en a beaucoup qui sont solitaires et tout. Enfin, comment ça s'est organisé un peu le suivi de ces abeilles sauvages ? Oui, alors pour les abeilles sauvages en effet c'est un peu plus délicat. Donc là on a posé des pièges, 90 pièges répartis sur tout le territoire. Pendant la période d'activité des abeilles sauvages et qui étaient mises en place durant une semaine. Et l'idée, c'était de capturer ces abeilles sauvages et ensuite de faire un travail d'identification. C'était aussi de recenser qu'est-ce qu'il y avait sur le territoire. Exactement. Voilà, quel type d'abeilles on trouve, quelle quantité, etc. pour avoir une image assez précise du nombre et de la diversité de ces abeilles sauvages. Et comme ça, c'est aussi mesure l'impact des mesures Tout à fait, voilà. qui sont prises au catalogue sur les abeilles sauvages. Exactement. Et les abeilles domestiques avec la force des colonies. Exactement. Et pour les abeilles domestiques, donc l'évaluation de la force des colonies, c'était un facteur mesuré, mais on avait tout un tas d'autres facteurs. Mais on ne va pas entrer dans ce détail-là. Mais voilà, il y avait tout un protocole d'analyse, de suivi du poids des ruches, etc. Donc c'était assez conséquent. On a demandé aux apiculteurs aussi de faire des observations très très régulières, notamment sur l'infestation varroa. Alors Quentin, le varroa, qu'est-ce que c'est ? Il faut peut-être qu'on se pose un petit peu pour expliquer. Alors le varroa, c'est un acarien asiatique qui est arrivé en Europe, en tout cas en Suisse, en 1984. C'est un acarien qui au départ était nocif juste de par sa présence parce qu'il suce le tissu adipeux des abeilles et les fait mourir. Et puis actuellement, il est beaucoup plus nocif qu'au départ parce qu'il est en même temps porteur de virus qui concernent que les abeilles domestiques. Et donc, il en faut bien moins
par colonie pour devenir néfaste. Ah, d'accord, donc il y a un seuil de dangerosité du truc qui a diminué de 10 000 à 3 000. Donc ça veut dire qu'à partir de 3 000 varroa dans une colonie, on a déjà la colonie qui est en souffrance. 3 000, tu peux les compter, ça? Non, alors on le fait par le comptage de la chute naturelle des varroa on a une sorte de tiroir en dessous des ruches qui nous permet de compter la chute naturelle, donc un certain nombre de varroa par jour qui chutent. Et en fonction de cette chute naturelle, on peut dire... on peut évaluer de savoir si la colonie elle n'est pas en danger, potentiellement en danger, ou s'il y a des actions ou des mesures à prendre pour diminuer la charge en varroa. Ça a été mesuré également dans le cas du projet Agripol régulièrement par les apiculteurs qui se sont engagés dans le projet. On l'a bien compris, les abeilles sont des organismes vivants. Du coup, il y a des aléas qui vont avec, des maladies, parasites, directs, indirects, transmission de virus, etc., ou prédateurs, prédation et accès à la nourriture. Et là-dedans, dans le projet Agripol, le varroa, c'était aussi un des trucs qui a été monitoré. C'est-à-dire ça. Exactement, parce que l'impact du varroa sur la santé de la colonie, il est très très fort. Et effectivement, dans le projet... on a pu voir rapidement avec les apiculteurs partenaires que, en fait, il y a des bonnes pratiques apicoles à respecter qui sont élaborées par le Centre de recherche apicole, le service sanitaire apicole. Et ces mesures-là, en fait, elles visent à garantir une certaine santé de la colonie. Et c'est vraiment un prérequis pour que l'effet de l'environnement puisse se mesurer, en fait. Pour réexpliquer, en fait, il a fallu dans le projet que les apiculteurs suivent bien ces bonnes pratiques apicoles pour qu'on puisse mesurer l'effet des mesures mises en œuvre par les agriculteurs en termes de ressources alimentaires ou d'autres mesures du projet. En fait, c'est un peu le point de départ, c'est ça, quand on est dans de la gestion de ruchers ou des choses comme ça, c'est au plus on a un meilleur départ dans l'année avec une colonie qui va bien, et au plus ça peut exploser si on commence à lui mettre un peu de nourriture en été. Exactement, ça c'est essentiel aussi dans la gestion de colonies d'abeilles domestiques, c'est d'avoir des colonies qui sont en bonne santé. Pour qu'elles soient en bonne santé, il faut commencer au printemps avec une charge en varroa très très faible. On dit en général maximum un varroa qui chute par tous les 2 jours. À partir de ce moment-là, il faut suivre la chute durant l'année, et puis en été, on fait 2 traitements qu'on appelle des traitements d'été, et puis suite à ces 2 traitements d'été, il suit encore un traitement d'hiver, et avec ces traitements contre le varroa, en principe, on a une perte hivernale de l'ordre de 10% qui est naturelle. Si on dépasse la perte de 10%, c'est que nos traitements n'ont pas bien fonctionné, ou qu'on a fait probablement quelque chose de faux dans la gestion des colonies. Donc là, on vient de parler un peu du prérequis de ce qu'il y avait, en tout cas, dans les bonnes conditions, en quel état devait être la colonie avant de commencer à débuter un peu et voir l'impact des mesures. Rentrons dans les résultats du projet. Qu'est-ce qu'on a réussi à voir avec tous ces monitorings scientifiques Oui, alors on a pu prouver scientifiquement, statistiquement parlant, que les mesures sur prairies, donc les mesures de fauche retardée des prairies temporaires, 10% non fauchées, et puis également la fauche sans éclateur, et surtout la combinaison de mesures, donc par exemple la fauche retardée mais sans éclateurs, ça avait vraiment un impact positif sur la dynamique des colonies. Et puis, on a pu mesurer également à partir de combien d'hectares autour des ruchers, combien d'hectares avec ces mesures-là. Bien sûr, plus on met en place ces mesures, plus l'effet positif est prépondérant dans les colonies. Mais ça permettait d'augmenter significativement le nombre d'individus dans les colonies, et donc d'augmenter les chances de survie et d'améliorer la dynamique des colonies pour l'hiver. Et ça, en tant qu'apiculteur, Quentin, c'est des choses où vous y attendiez ou vous avez été plutôt surpris ? Je pense que pour ma part, j'étais plutôt surpris
parce qu'en fait, les mesures agroécologiques qui ont été prises sur toute la surface d'un rayon de 2 km autour du rucher étaient relativement faibles par rapport à toute la surface. Et ça avait quand même un impact visible, significatif sur l'augmentation du nombre d'individus dans les colonies d'abeilles. Alors, après, c'est pas fini parce que si ça a un impact positif au printemps, voire début de l'été, au moment où on arrive en automne et qu'on doit préparer les ruches pour l'hiver, il est toujours bon d'avoir un nombre élevé d'abeilles pour éviter d'avoir des pertes hivernales. Et il s'est avéré que ces mesures-là permettaient dans la plupart des cas d'avoir des colonies qui étaient en bonne santé et suffisamment importantes en automne pour les préparer pour l'hiver. D'accord, ouais, donc en plus de ça, ça a un effet de cascade. Boule de neige. Oui, super chouette. Un effet de cascade au niveau de la saison apicole. Et donc, on part sur des meilleures bases en automne pour préparer nos ruches pour le passage de l'hiver. Et tout à l'heure, tu disais que c'était un rayon de 2 km. Par curiosité, une colonie, elle peut se déplacer... Enfin, un rucher, si tu mets un rucher à un endroit A, les individus ils peuvent aller jusqu'à combien ? Alors, une abeille, elle se déplace jusqu'à 3 km pour aller chercher de la nourriture en cas de besoin. 2 km, c'est une distance moyenne que l'abeille parcourt en général quand elle sort de la colonie. Donc, c'est comme ça que ça avait été défini pour avoir les chances d'avoir les abeilles qui atteignent la surface qu'on est en train d'analyser. En fait. Ouais, et puis méthodologiquement, pour avoir des résultats, ça fait complètement sens avec les 3 km. Là, on parlait d'abeilles domestiques, et au niveau des abeilles sauvages, le projet, qu'est-ce qu'il nous a raconté un petit peu ? Alors pour les abeilles sauvages, les résultats sont plus délicats à analyser parce que d'une part ce sont des abeilles solitaires, du coup on n'est pas, les observations sont bien plus difficiles qu'un rucher où on peut évaluer la force des colonies, ouvrir la ruche, etc. Là, ce sont les piégeages qui nous ont permis d'avoir un peu une vue d'ensemble, mais qui reste assez fragile, et l'impact de la météo sur les populations d'abeilles sauvages, l'impact est très très fort. Donc une mauvaise année, par exemple 2021, qui était une année très pluvieuse, les abeilles solitaires ont eu beaucoup de difficultés à trouver de la nourriture, et puis leur survie a été vraiment impactée. Et du coup, cette forte mortalité, elle se ressent les années suivantes. Voilà, il n'y a pas eu de reproduction, donc l'année suivante... Les populations ont du mal à se reconstruire. Exactement. Donc pour les abeilles sauvages, le projet a quand même pu montrer des résultats intéressants. Donc on a pu voir que le nombre d'espèces d'abeilles sauvages était positivement impacté par le fait que les agriculteurs fassent de la fauche sans éclateur sur les prairies extensives et peu intensives. Donc cet effet-là, il a un impact sur les abeilles sauvages, pour autant que dans l'environnement proche des lieux de nidification des abeilles sauvages, on trouve des habitats semi-naturels. En gros, ça veut dire que le travail de l'agriculteur, il a un impact positif, pour autant que dans l'environnement, les abeilles sauvages, elles trouvent des sites de nidification. Parce que contrairement aux abeilles domestiques qui peuvent... voyager sur des rayons de 3 km, les abeilles sauvages, elles ont un rayon d'action qui est beaucoup plus faible. Et elles doivent trouver de la nourriture et de quoi... un endroit pour nicher sur... Un gîte. Un gîte, voilà, sur quelques centaines de mètres. Oui, et puis, donc puis j'imagine qu'en plus, en fonction des espèces, il y en a une, il faut du sable, l'autre des cailloux, un autre du bois. Et des certaines se nourrissent sur un seul type de plante, par exemple. Certaines sont très, très spécifiques sur le type de plante, alors que l'abeille domestique, si je ne me trompe pas, elle est beaucoup plus généraliste. Beaucoup plus généraliste. Alors, c'est un point important, c'est de dire que les abeilles sauvages et puis les abeilles domestiques sont très complémentaires, également au niveau de l'activité
abeilles parce que les abeilles sauvages, elles sortent à des températures qui sont moindres que les abeilles domestiques. Ensuite, quand elles pollinisent un arbre, elles vont à des endroits différents. L'une va plutôt se concentrer sur l'extérieur des fleurs et puis les autres vont s'introduire dans l'arbre pour polliniser les fleurs qui sont à l'intérieur. Enfin, il y a des différences qui montrent que cette complémentarité est importante et puis que c'est toutes les espèces, les autres espèces pollinisatrices de l'entomofaune qu'il faut protéger. Là, du coup, on vient de parler un petit peu des résultats du projet. Je pense qu'à mon avis, il y aura un rapport qui détaillera aussi un peu plus en profondeur tous ces résultats et qu'on vous invite à consulter. Il y avait aussi une autre ambition du projet, comme tu l'as dit en introduction, Vanessa, c'était la cohabitation et la collaboration entre agriculteurs et apiculteurs. Comment ça a commencé un peu cette collaboration? Et Quentin, je te pose aussi la question vu que... Oui, alors exactement. Alors déjà, ça a débuté avec ces petits groupes de travail dans la phase d'élaboration du projet où voilà, le fait de réunir autour de la table apiculteurs, agriculteurs, ça a donné lieu à des discussions vraiment très intéressantes. Mais ça, c'était en amont du projet. Dans la phase de mise en œuvre du projet, on a réalisé chaque année un grand nombre d'événements de terrain, donc, qui ont pris la forme de visites de culture, par exemple, où là, l'objectif, c'était d'expliquer aux agriculteurs les mesures du projet. Et puis, parfois, des apiculteurs des alentours pouvaient participer également et comprendre vraiment les enjeux agricoles, la mise en œuvre des mesures, quel impact ça a pour l'agriculteur de mettre en place telle ou telle mesure. On a fait des événements qui étaient très réussi aussi, très apprécié, où là, on a permis à des agriculteurs de se rendre sur les ruchers partenaires du projet, où là, les apiculteurs ont pu expliquer leur rôle dans le projet, dans l'étude scientifique. Ils ont ouvert leurs ruches, ils ont pu expliquer leur travail d'apiculteur. C'était vraiment très intéressant. On a réuni les gens à d'autres occasions, de journées techniques, par exemple. Oui, il y a eu des événements et des choses comme ça. Voilà, mais c'était toujours très apprécié et puis assez étonnant de voir la méconnaissance du métier des uns et des autres. Alors je dis métier pour les apiculteurs, mais Quentin nous expliquera que la plupart des apiculteurs sont des apiculteurs non professionnels. Mais voilà, c'était très intéressant que chacun puisse repartir de ce genre d'événement en ayant appris des choses, soit en termes d'apiculture ou soit en termes d'agriculture, des règles qui entourent l'application de produits phytosanitaires, par exemple, les contraintes, et de voir qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont en commun, comme l'impact de la météo, le suivi des ravageurs. Oui, parce qu'il y a des... Voilà. Justement, Quentin, c'est une profession où, en fait, on travaille avec la nature, on travaille avec le vivant. Il y a forcément des lieux communs, non, entre les deux. Le hobby de l'apiculture, il a un petit peu évolué au fil des ans. Au départ, on avait, il y a plusieurs années en arrière, surtout des professions qui avaient le temps de s'occuper des abeilles, comme par exemple les enseignants qui étaient apiculteurs et les gens qui avaient la matière première pour construire les ruches, donc par exemple les ébénistes, qui avaient le bois sous la main pour fabriquer les ruches, qui s'occupaient des abeilles. Et donc ces métiers-là ne sont pas forcément directement en relation avec la nature comme le sont les agriculteurs. Donc les apiculteurs d'aujourd'hui doivent vraiment faire un effort pour apprendre des choses qui sont innées aux agriculteurs, savoir reconnaître ce qui se passe dans la nature, suivre la phénologie, ainsi de suite. Du coup, ce sont deux milieux, deux professions, deux secteurs d'activité qui se rencontrent et qui se découvrent. Et puis c'était ça qui était intéressant dans ce projet, c'est que finalement les apiculteurs ont pris connaissance de tout ce qui se fait en agriculture autour de leur rucher et vice-versa. Et bon, ce débat a juste été ouvert pour l'instant. Ce serait bien de le perpétuer puis de trouver des solutions pour continuer à se faire rencontrer ces deux milieux qui sont pas vraiment en contact dans la vie de tous les jours. Vanessa, tu as parlé de défis communs, des enjeux aussi à venir.
Concrètement, on peut les nommer un petit peu, ces enjeux et ces défis communs? Tu as parlé de météo, est-ce que... Enfin, par exemple, le réchauffement climatique, moi j'ai une question pour Quentin, c'est est-ce que c'est un truc qui vous inquiète en tant qu'apiculteur? Est-ce que ça inquiète l'ensemble de la profession, enfin du secteur d'activité, ou est-ce que c'est des choses où on n'en parle pas tant que ça, alors que dans le milieu agricole, par exemple, on en parle vraiment beaucoup, quoi. Alors, si on suit ce qui se passe dans les publications apicoles au niveau européen, c'est un sujet qui est récurrent. Donc, on a régulièrement des articles qui parlent du réchauffement climatique, où on essaye de trouver des pistes et puis essayer d'anticiper l'avenir en se posant des questions au niveau de qu'est-ce que le réchauffement climatique pourrait avoir comme impact sur l'apiculture. Effectivement. Parce que j'imagine que ça va modifier les ressources disponibles pour les abeilles, quoi. Alors, ça, c'est difficile enfin, pour moi, c'est difficile de le dire parce qu'évidemment, avec le réchauffement climatique, on va perdre certaines ressources, on va en gagner d'autres, vu que on a beaucoup de mouvements d'espèces avec la mondialisation. Donc, normalement, avec un réchauffement climatique, on devrait recevoir d'autres espèces qui remplacent celles qui sont plus là et qui compensent la perte. Après, est-ce que la chaleur a un impact sur le développement des colonies? Ça, c'est une autre question. Et puis également les fluctuations. On dit qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir plus d'extrêmes. Donc, est-ce que justement le chaud-froid au printemps peut avoir chaud-froid-pluie peuvent avoir des effets néfastes sur le développement des colonies? Ça à investiguer. C'est une incertitude. Enfin, la variabilité va créer plus d'incertitudes, forcément. Exactement. Autre question sur les défis communs. Parce que je pense qu'il y a un sujet, on entend beaucoup parler, c'est le frelon asiatique en apiculture. Est-ce que tu dirais que ce serait un sujet qui serait exclusif à l'apiculture ou en fait ça peut aussi un peu dépasser et arriver en agriculture? Le frelon asiatique, c'est un problème actuellement qu'on attribue aux apiculteurs parce que ce sont les premiers touchés par le frelon asiatique qu'on observe en fait à partir du mois de août en quantité sur nos ruchers, puisque le frelon asiatique mange des insectes et puis que la ruche en fait c'est une source en nourriture qui est prédictible. Du coup, quand on a des nids avec un grand nombre d'individus jusqu'à 8500 à nourrir, chez le frelon asiatique, il faut de la nourriture. Raison pour laquelle le frelon revient chez nous. Mais le frelon asiatique est un prédateur de beaucoup d'espèces d'insectes, énormément d'espèces d'insectes, et il va avoir forcément un impact sur l'entomofaune d'une manière générale. Qui dit entomofaune dit aussi les autres diminution des autres pollinisateurs et donc un effet sur le long terme indirect sur la pollinisation dans l'agriculture. Donc du coup, ces sujets-là où on peut remettre de la coloration, on pourrait s'inspirer de ce qui s'est passé un peu dans l'agriculture et pollinisateur pour ce dialogue entre apiculture et agriculteur. Oui, clairement, je pense que comme disait Quentin, aujourd'hui, peut-être que le milieu agricole ne mesure pas vraiment l'impact potentiel du frelon asiatique, mais effectivement, s'il s'attaque à une grande diversité d'espèces pollinisatrices, potentiellement, il pourrait y avoir des impacts futurs sur le rendement, la qualité des récoltes, et puis également la protection des travailleurs, dans certains cas, en arboriculture, viticulture également, comme on peut l'observer dans d'autres régions d'Europe. Oui, exactement. En tout cas, la Fédération vaudoise des sociétés d'apiculture essaye de trouver des alliés. On est actuellement les seuls à combattre cette espèce dans le canton de Vaud. On cherche des alliés et entre autres, on aimerait bien que l'agriculture fasse également un pas vers la lutte contre... Qui se sentent concernés ça devient un vrai problème, quoi. Qui se sentent concernés par la lutte contre le frelon asiatique. Ouais. Et pour revenir au projet, et après on va devoir conclure malheureusement, il y a aussi quelque chose sur cette collaboration entre agriculteurs et apiculteurs. C'est vrai que on n'y pense pas forcément, mais il y a aussi des
des programmes, des saisonnalités dans les activités à faire au quotidien. Et du coup, est-ce que les agriculteurs et apiculteurs ont pu se rendre compte de ça ? Oui, clairement, dans les échanges de terrain, les discussions, ça a vraiment permis de se rendre compte que même si les activités sont très différentes, il y a quand même des périodes clés dans l'année, chez les uns, chez les autres, où il faut intervenir sur des créneaux vraiment très restreints. Ça a permis aux apiculteurs de comprendre tout le cadre réglementaire, par exemple, qui encadre la profession agricole. Ça a permis de comprendre des pratiques agricoles qui ne sont pas faciles à expliquer. En fait, le problème de l'agriculture, c'est toujours d'expliquer ce métier qui est très complexe, et puis on ne peut pas faire ça en 10 secondes. Donc c'est vrai que ces rencontres de terrain où, voilà, avec un moment convivial à la fin, ça a permis quand même de pouvoir prendre un peu plus de temps et d'expliquer, de montrer les choses. Mais effectivement, là, le projet, on est dans les 2 dernières années d'analyse des données. Donc on est un petit peu en stand-by sur ces événements, ces rencontres de terrain. Mais avec Quentin, on a discuté, on a entamé des discussions pour voir dans quelle mesure on pourrait faire perdurer ces événements, comment faire une fois que le projet est fini, pour poursuivre le dialogue et les échanges. De belles perspectives arrivent. Donc, un projet où on a eu des résultats scientifiques, un projet qui a pu aussi nous faire comprendre aussi des choses sur l'entomofaune qui nous entoure, qui a pu aussi faire un peu de pédagogie d'un métier vers l'autre, et des synergies de collaboration possibles. Est-ce qu'en conclusion, vous avez envie de rajouter quelque chose sur un peu ce retour sur ces 6 années de projet, une expérience ou quelque chose qui vous a marqué ? Je pense qu'il faut remercier en fait toutes les personnes qui ont collaboré à la mise en place du projet, puis aussi au suivi. Je pense qu'il y a un énorme travail qui a été réalisé là. C'est vraiment gigantesque, c'est incroyable. Et puis ces personnes-là, il faut vraiment leur envoyer un grand merci. Un chaleureux grand merci. On leur transmet. Il n'y aura pas de générique à la fin du podcast, mais on pense à eux. Et Vanessa ? Oui, alors de mon côté, ça a été vraiment une expérience très très intéressante de découvrir l'apiculture que je ne connaissais pas du tout, de travailler avec Quentin qui a été vraiment un allié dans ce projet-là, qui nous a vraiment ouvert des portes et facilité les choses. Et puis les apiculteurs partenaires du projet qui ont vraiment fait un gros travail et qui ont fait ça, soit certains sont encore en activité ou certains sont retraités, mais voilà, on leur a demandé beaucoup et c'était vraiment super, on les remercie. Et voilà, on n'est pas entré dans le détail, mais on a eu aussi beaucoup d'étudiants qui ont travaillé dans le cadre du projet, donc ça aussi c'était très intéressant d'un point de vue scientifique d'avoir ce terrain de jeu, entre guillemets, pour faire des analyses, des publications scientifiques, etc. Et puis, on a des événements de clôture qui vont arriver tout au long de l'année, où on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de ces résultats de projet, des petites capsules vidéo également. Donc les résultats, la communication sur les résultats va arriver. Alors c'est toujours un décalage entre la mise en œuvre des mesures, l'analyse des résultats qu'on aimerait avoir plus rapidement, mais voilà, il y a toujours un petit décalage. La science, c'est un pas de temps long. Exactement. Et puis tant qu'on y est dans les remerciements, je vais vous remercier tous les deux pour cette discussion. C'était un plaisir d'avoir enregistré ça avec vous. Merci. Et puis restez à l'écoute parce qu'il y a d'autres épisodes à venir, notamment un avec des étudiants qui ont participé au projet. Salut!